Vincent Capo-Canellas, c'est parti pour l'instant Sénat. J'ai une première question qui vous est posée par Jequil, qui vous demande pourquoi avez-vous préféré le Sénat à votre mandat de maire? Vous étiez maire du Bourget, je le rappelle. Alors c'était un déchirement. C'est vrai, à ce point-là, un déchirement? Ça m'a beaucoup travaillé. Mais au bout d'un moment, il fallait choisir et la loi sur le non-cumul s'appliquant, voilà, j'ai choisi de rester au Sénat. Bon, c'était un déchirement, voilà, de ce point de vue-là. Pourquoi vous êtes présenté au Sénat alors? Je crois que la vie politique locale apporte beaucoup de satisfaction. C'est aussi particulièrement difficile. Et être au Sénat, pour moi, c'était aussi une capacité de rester influent sur mon territoire, quand même, parce que la France est un pays centralisé. Pouvoir interpeller les membres du gouvernement, pouvoir avoir le statut de sénateur, entre guillemets, pour défendre son territoire, c'était aussi complémentaire. Donc, quelque part, pour moi, c'était aussi une façon de rester dans mon territoire, mais différente. C'est intéressant parce que du coup, vous répondez à la question de Drake qui vous demande est-ce que vous gardez un lien avec la Seine-Saint-Denis? Bien sûr, moi j'habite le Bourget, je n'ai pas changé de ce point de vue-là. Il y a combien de temps de transport entre le Bourget et le Palais du Luxembourg? Avec le RERB, tout dépend. Ouais, on ne sait jamais. Ça marche. Mais vous êtes direct avec le RER, en gros, on peut être à 50 minutes. Voilà. Okay. Donc vous gardez un lien, vous habitez là-bas, vous gardez un lien avec vos collègues élus, vous êtes toujours conseiller municipal du Bourget? Oui, je suis toujours conseiller municipal. Je suis maire honoraire du Bourget, comme on le dit, en vertu du temps passé. Mais c'est un lien, quand vous avez dirigé une commune comme ça pendant 16 ans, pour vous, vous êtes marqué à jamais et vous vous sentez redevable d'une part de son avenir, quelque part. Alors mon regret, c'est vrai, c'est quoi? C'est de ne pas avoir pu aller au bout d'un certain nombre de sujets. On a gagné le Grand Paris Express, de gare, ça change le visage d'une ville. Voilà, on a construit des équipements avec les Jeux Olympiques. Tout ça va se dérouler maintenant, des rénovations d'écoles, entre autres. Il a fallu se battre. C'est une petite ville, c'est une ville de 17 000 habitants, mais qui porte beaucoup d'enjeux, qui est un point central de la Seine-Saint-Denis, en banlieue. C'est forcément difficile, mais le projet qui demeure, c'est d'essayer sur un territoire de faire qu'on y vive mieux. C'est ça ce qui motive les maires. Il y a Akarnis dans le chat qui vous demande très directement, monsieur le sénateur, avez-vous l'impression d'être utile? Eh bien écoutez, c'est la question que les politiques peuvent se poser tous les matins. Les sénateurs plus que les autres? Oh non, pas les sénateurs. Enfin, ils ne sont pas moins utiles que les autres, je pense qu'ils essaient de l'être, avec un grand avantage, c'est la liberté. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au Sénat, vous n'êtes pas forcément dans une majorité présidentielle. Quand vous êtes député, vous êtes ou dans la majorité ou dans l'opposition, parce que vous êtes élu après l'élection présidentielle dans une vague, comme on dit, ou dans la vague ou contre la vague. Et donc vous êtes un peu dans un bloc. Au Sénat, finalement, chacun se respecte et on n'est pas devant le fait majoritaire. D'accord. Alors après, sur la question de l'utilité, oui, au quotidien. On essaye de porter des projets et ça permet d'avancer. Mais si vous voulez, ce matin, j'étais en commission. Hier, j'ai participé à une conférence avec le Premier ministre où je représentais mon groupe, justement, sur la question du pass sanitaire, sur la question du maintien ou pas des textes sur l'état d'urgence, par exemple. Bon, j'ai été amené à m'exprimer. Mon président de groupe et moi, on en avait parlé avant, évidemment, puisque je m'exprime au nom du groupe. Mais là, ça fait partie des quelques moments voilà, où vous portez une opinion, vous portez une ligne politique, vous espérez être entendu, il y a un dialogue qui se noue. J'ai été... Le gouvernement vous entend? Vous entendez que le gouvernement, vous sentez que le gouvernement écoute ce que vous avez à dire? Il y a un paradoxe. Jean Castex a de grandes qualités personnelles. Je l'ai connu lorsqu'il était délégué aux Jeux Olympiques. J'ai négocié avec lui Paris 2024, une bonne part de l'apport pour la ville du Bourget, pour la ville voisine de Duny, pour les territoires voisins. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. Après, je pense qu'il est pris dans un contexte de majorité et où finalement tout ça est moins direct. Okay, mais le Sénat, en tout cas, porte une voix qui est indépendante, qui n'est pas celle d'un bloc, qui n'est pas celle d'un contre-pouvoir non plus, comme on le dit parfois, mais qui est celle d'un pouvoir non aligné, qui essaie de regarder les sujets les uns après les autres. Alors, je reviens juste sur la question que vous avez abordée tout à l'heure, de à quoi sert un parlementaire. Il y a une activité sur les textes législatifs, où on va essayer d'amender
Voilà. Par exemple, sur la loi climat, j'ai fait adopter un amendement qui demande au gouvernement d'améliorer ce qu'on appelle la navigation aérienne pour baisser l'émission de CO2 du transport aérien. Bon, voilà. C'est passé dans le texte. Ça fait partie des objectifs que la loi fixe maintenant. OK. Et ça, c'était un amendement que vous aviez Oui, déposé. c'est un amendement que j'ai déposé et qui a été adopté par le Sénat et qui est resté dans le texte final. Bravo. Voilà, ça n'est pas tous les jours que ça peut facilement arriver. Mais voilà, sur quelques sujets, j'avais porté, mon groupe, la parole sur une des réformes ferroviaires. Pas la dernière, celle d'avant, par exemple. Voilà. Et à ce moment-là, si vous voulez, le gouvernement avait intérêt à ce que le Sénat adopte le texte. Et nous avions discuté. À l'époque, j'étais dans l'opposition au Sénat, parce que c'était un des rares moments où nous n'étions pas majoritaires. Et mon groupe avait choisi, avec moi, de voter cette réforme-là, parce que se disait c'est un pas en avant pour moderniser la SNCF. On l'a fait, on a négocié un certain nombre d'amendements, c'est-à-dire qu'on a changé la loi en disant on n'adoptera qu'à certaines conditions. J'ai dénoncé il y a 3 ans maintenant la situation de navigation aérienne. J'ai été il y a quelques heures avec l'un des responsables de ce domaine-là. On continue à faire un point et j'essaie de porter sur le secteur des transports en particulier un certain nombre de réformes. Ça passe parfois par des textes, parfois par l'activité de contrôle, c'est-à-dire que on se saisit d'un domaine et on fait adopter par sa commission un état des lieux, des propositions. Il y a quelques semaines de ça, j'ai réalisé un rapport, par exemple, sur la situation de Météo France, pour regarder comment les crédits Météo France sont gérés. Est-ce qu'on peut continuer à couper dans les effectifs et dans la subvention de Météo France et est-ce qu'on gardera un service public de Météo France qui soit au top. Voilà, j'ai fait des propositions là-dessus. Bon, ça a eu un certain écho et en tout cas, je suivrai demain dans l'exécution, c'est-à-dire que je suis rapporteur aussi du budget de Météo France et là, je ferai des propositions sur ce plan-là. Voilà, les parlementaires peuvent se saisir sur un certain nombre de sujets de propositions, de situations, et essayer d'y apporter des réponses. C'est parfois sur le travail législatif, c'est souvent d'ailleurs dans l'activité de contrôle, et puis il y a le contrôle du gouvernement, c'est aussi la capacité de porter des sujets, comme c'était tout à l'heure, vous l'avez montré vous-même, sur les questions d'actualité, mais il y a souvent un travail qu'on ne voit pas, qui est un travail d'expertise, et où on essaye de travailler avec les administrations. Alors, ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est que dans la pratique gouvernementale, ça n'est pas leur fort. Et parfois, on arrive à discuter, nous, parlementaires, avec les administrateurs, les administrations, directement, plus facilement qu'avec les ministres et les cabinets, qui n'ont pas aujourd'hui cette culture-là. C'est un des grands défauts de ce gouvernement. De ce gouvernement En Marche. Ce n'est pas tous les gouvernements. Là, vous sentez qu'il y a particulièrement un manque de culture parlementaire, d'écoute. C'est un grand défaut de la technique Macron. Vous n'êtes pas le seul à dire ça, je l'ai entendu souvent sur ce canapé de la part de vos collègues sénateurs et sénatrices. Colline vous demande comment est-ce que vous regardez les propositions de modification du Sénat qui émergent dans le débat public assez régulièrement. Certains proposent carrément la suppression du Sénat, d'autres proposent une réforme complète du Sénat, une réduction du nombre de sénateurs, une révision. Est-ce que vous sentez que le Sénat est mal aimé ? Alors, il y a eu une tentative de réduction du nombre de parlementaires. Moi, je recommande simplement de bien y réfléchir, parce que si les Français ont moins de représentants, ça ne leur donnera pas forcément plus de force. Et il me semble que c'était une vision un peu étriquée des sujets. Qu'il faille ouvrir plus le Parlement, mais attention à ne pas non plus faire qu'il n'y ait plus qu'un exécutif fort qui fera ce qu'il veut. Ce qu'offre le Sénat, c'est cette indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'élection présidentielle, et puis derrière, l'élection législative. Et finalement, un président élu a une majorité. Et le Sénat est non aligné. Et donc, sur un certain nombre de sujets, nous trouvons parfois des accords avec le gouvernement. Je pense, par exemple, dans les périodes compliquées du Covid, lorsqu'il a fallu voter un certain nombre d'aides au maintien de l'emploi, par exemple, le Sénat a su dire oui. À d'autres moments, le Sénat a dit non. Sur la loi climat, nous avons trouvé un consensus avec le gouvernement. Et puis ensuite, il faut entendre une chose, c'est que le bicamérisme, c'est un gage de stabilité. C'est-à-dire, sinon, on aurait une seule chambre qui est au garde à vous, parce que les députés ont été élus parce que M. Macron a été élu. Et finalement, de fait, il sait que le texte sortira
de l'Assemblée voter. Tandis qu'au Sénat, on peut introduire un certain nombre de dispositions qui vont après être discutées. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier que quand on fait la loi trop vite, eh bien, on fait des bêtises. Bien souvent, lorsque le texte arrive au Sénat, on nous dit telle disposition a été écrite à l'Assemblée, mais il faut quand même regarder parce qu'on peut améliorer la rédaction, ou bien ça ne marche pas, ça ne tourne pas, comme on dit quelquefois. Donc, quand on fait des lois, on les fait pour 25 ans ou plus. Et donc, prendre un peu de temps, avoir deux assemblées qui discutent, qui dialoguent, c'est bien. Alors, c'est un bicamérisme inégalitaire, c'est-à-dire que c'est souvent l'Assemblée qui a le dernier mot, pas tout le temps, mais ça permet quand même d'avoir un équilibre. Regardez sur les sujets de liberté publique qui sont au centre des discussions encore aujourd'hui, avec le projet de loi que le gouvernement a adopté ce matin, justement pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et des dispositions de sortie de l'état d'urgence sanitaire, du pass sanitaire, il y aura un débat avec le Sénat qui porte les libertés publiques et qui dit il y a sans doute un besoin sanitaire, mais on souhaite qu'il y ait un contrôle accru là-dessus, contrôle démocratique, et ensuite on souhaite pouvoir se prononcer pour vérifier qu'il faut continuer à donner ces pouvoirs qui sont un peu exorbitants, qui sont nécessaires, mais qui appellent aussi un balancier. Si le Sénat n'était pas là, ce débat-là n'aurait pas lieu. Une question qui vous a été posée par Marty Watch qui vous demande que pensez-vous d'une troisième chambre tirée au sort? La Convention citoyenne pour le climat, vous l'avez vu comment, vous? Je ne crois pas, moi, ce type vous y croyez pas de suffrage censitaire basé sur le hasard. Pourquoi censitaire? Parce que si vous avez besoin de faire réparer votre voiture ou d'aller voir un médecin, vous n'allez pas souhaiter que le mécanicien ou le médecin soit tiré au sort. Je crois que en démocratie, le suffrage, le vote, c'est encore la meilleure façon de choisir ses représentants. Après, où ça va pas, où on les renouvelle, où on choisit d'en changer. Mais c'est ça la démocratie. Je pense que le hasard, le tirage au sort, ça n'est pas la démocratie. D'accord. Bah, ça a le mérite d'être clair. Il y a quelqu'un qui, tout à l'heure, quand vous parliez du Sénat et de son utilité, quelqu'un demandait si c'était cher. Et ça fait une très bonne transition avec la suite, puisque Vincent Capo-Canellas, vous êtes questeur du Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous gérez l'argent du Sénat? Alors, depuis les Grecs, la démocratie parlementaire suppose que le pouvoir exécutif ne puisse pas contraindre les représentants du peuple par l'aspect financier. Et ça veut dire que nous avons un budget autonome et que les questeurs sont là pour gérer les finances, l'organisation matérielle et faire que le pouvoir exécutif ne puisse pas nous dire tiens, si vous ne votez pas ça, voilà, je vais vous enlever tel ou tel moyen, vous ne pourrez plus travailler, vous n'aurez plus accès à tel et tel type d'information, etc. Donc, c'est le garant, les questeurs sont les garants de l'autonomie des parlementaires et du fait que l'exécutif ne puisse pas intervenir dans toute l'organisation de nos travaux. Ensuite, il y a 3 questeurs. Ouais. Systématiquement, il y en a un de l'opposition qui est aussi le garant en interne du fait que les moyens intellectuels, ce qu'on appelle les administrateurs, ceux qui nous aident à analyser les textes et à faire des propositions au sens juridique, ne soient pas mis à disposition d'un camp plus que d'un autre. Voilà. Et même le président du Sénat, Gérard Larcher, avec qui je travaille de manière très étroite, ne peut pas non plus, lui ne le ferait pas, mais on ne sait jamais, un président un jour pourrait choisir de mettre l'administration au service d'un camp. Le fait qu'il y ait un conseil de questure collégial, indépendant, avec un membre de l'opposition, assure l'indépendance et la neutralité de l'administration du Sénat, qui travaille pour tout le monde de manière égale. Il y a Synapse qui vous demande, est-ce que c'est les questeurs qui gèrent les frais de bouche des sénateurs? Alors, les questeurs ont défini une partie de la réglementation là-dessus, en exécution d'une loi, qui était la loi Confiance notamment, avec un certain nombre de frais qui sont pris en compte, mais qui sont codifiés par la loi. Et nous avons proposé au bureau du Sénat, à l'époque, une réglementation qui a été pour partie adoptée par le bureau du Sénat, ce sont les questeurs qui l'ont proposée, et ensuite adoptée pour une part aussi en conseil de questure. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que il y a beaucoup d'histoires qui se racontent. Et justement, je vais vous donner l'occasion de nous expliquer. Il y a Sogeking qui vous demande, est-ce qu'on peut parler un petit peu du revenu, du budget alloué à un sénateur, une sénatrice et à leurs équipes? Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors, on a plusieurs enveloppes. On a une enveloppe qui nous permet d'embaucher des collaborateurs, 2 ou 3 en réalité, qui sont des personnes qui vont travailler avec nous au quotidien, organiser notre agenda,
organiser des contacts, nous fournir des éléments, fournir des notes, regarder sur les différents textes avec nous. Ça, c'est une partie. Puis on a une enveloppe qui permet aussi de gérer des déplacements, un certain nombre de frais. La notion de frais de bouche est tout à fait excessive. Nous pouvons, je pourrais sans doute vous inviter au restaurant. Alors comme vous êtes journaliste, je vais bien réfléchir parce que Avec je ne plaisir. veux pas que vous le preniez de manière qui ne serait pas appropriée. Non, mais je comprends. Tout ça est limité. Voilà, le train de vie des sénateurs n'est pas celui que l'on croit. Un parlementaire aujourd'hui a une indemnité qui est celle d'un cadre, c'est tout. L'indemnité d'un parlementaire aujourd'hui, elle est combien ? On doit être à peu près fiscalisable 5 700 € à peu près. 5 700 € à peu Et près. après, il faut enlever la fiscalité, évidemment. Et après, il faut enlever la fiscalité, mais effectivement, on est plutôt au-dessus de la moyenne du cadre, d'un cadre en France. Ouais. D'accord. Par rapport à d'autres démocraties, on est vraiment dans la moyenne, et plutôt dans la moyenne basse. D'accord. Jekyll qui vous demande par curiosité, est-ce Ça que peut paraître une grosse somme, mais quand vous regardez d'autres pays, on est dans la moyenne basse. par curiosité, est-ce que la Cour des comptes surveille le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat ? Alors, la Cour des comptes certifie notre budget. Il y a une mission tous les ans. Quelle est votre position sur la transparence des dépenses des élus ? Une question qui vous est posée par Gal Rahir. Est-ce que, comme dans certains pays, notamment en Scandinavie, toutes les dépenses de tous les élus sont disponibles sur Internet aux yeux de tous ? Vous en pensez quoi ? C'est un progrès pour vous ? Alors, il y a un contrôle, il y a un comité qui contrôle, il y a des experts comptables qui sont là pour contrôler aussi. Il y a des sanctions qui sont mises en œuvre lorsque ces dépenses sont excessives. Voilà. Après, est-ce que vos dépenses de journaliste, est-ce que votre vie doit être connue de tous ? Il me semble qu'il y a un moment donné où il faut savoir s'arrêter aussi. L'important, c'est qu'il y ait un contrôle, c'est qu'il y ait des sanctions s'il y a des dérapages. On fixe un certain nombre de règles, mais voilà, est-ce que vous avez besoin de savoir si je suis allé hier visiter, je ne sais pas, une gare à Brest, ou aller voir l'aéroport de Quimper, parce que je m'intéresse à ce genre de sujet. Ça, c'est ma vie de parlementaire. Je n'ai pas forcément envie que chacun la connaisse, parce que les administrations qui s'occupent de ce genre de sujet, par exemple, vont pouvoir me tracer à tout moment. Je veux dire, il y a une limite aussi qu'il faut comprendre, mais en tout cas, des contrôles stricts, oui, ça existe. Et il y a Synapse qui vous demande est-ce que les sanctions sont fréquentes ? Il y a un comité qui examine les dépenses des parlementaires et qui fait des redressements. Et on peut se faire taper sur les doigts si on a... Évidemment, oui. D'accord. Et le bureau du Sénat examine, il l'a fait encore il y a quelques semaines, le rapport détaillé de ce comité et les questeurs appliquent les sanctions financières. Nous venons de le faire encore. D'accord. On revient sur. Vous avez parlé de collaborateurs parlementaires, c'est un sujet qui intéresse aussi les internautes, Voltaire notamment. Vous voulez savoir combien de collaborateurs avez-vous et qu'est-ce qu'ils font ? Moi, j'ai 2 collaborateurs. L'un qui est plus centré sur le Sénat, mes activités au Sénat, l'autre qui est à la fois au Sénat, mais sur le département et sur les sujets qui sont moins liés à l'activité propre dans le Sénat. Alors après, on peut choisir, soit on en a 2, soit on en a 3. D'accord. Et donc, en l'occurrence, ils vous accompagnent dans votre mandat, ils s'occupent de quoi ? De vos mails, d'écrire des amendements, ils font quoi pour vous, en fait ? Oui, ça peut aller jusqu'à l'écriture d'amendements, le dépôt d'amendements, nous assister sur l'organisation du travail. Quand vous êtes parlementaire, vous allez en commission, vous allez à des activités de contrôle, vous participez à des réunions, et puis vous choisissez des secteurs, vous siégez dans une commission. Je siège à la commission des finances, par exemple, je vais intervenir dans le débat budgétaire. Je vous ai dit que j'avais fait un rapport, par exemple, sur Météo France. Je me suis déplacé. Il a fallu nouer des contacts. C'est aussi le lien avec l'administration qui travaille avec nous. Il y a Elliot qui demande est-ce que vos collaborateurs sont payés ? La réponse est oui. Vincent Capocanella, vous y avez répondu tout à l'heure. Il y a un budget par sénateur qui vous permet, donc un budget qui permet de salarier du coup des collaborateurs. Voilà sur ce sujet. Alors, sur les collaborateurs, beaucoup de parlementaires étrangers vous diraient que nous avons peu de moyens en termes de collaborateurs. Il y a des pays où il y en a plus ? Il y a des pays où il y en a plus. Si vous voulez, face à l'exécutif, quand nous discutons par exemple du budget, quand nous sommes en train de dire au ministre du budget, sur telle dépense, on pense qu'il y a trop. Bon, ok,
où on pense que cette action n'a pas la bonne finalité, on pense qu'il faut revoir tel et tel projet. Bon. Au moment où le ministre est en séance, tout Bercy est derrière. Tout Bercy. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une permanence, il y a une dizaine de fonctionnaires de Bercy qui sont autour de l'hémicycle et qui fournissent des notes à tout moment, qui lui donnent la bonne donnée. Et à Bercy, voire au domicile, lorsque c'est la nuit ou le week-end, les spécialistes du sujet sont en alerte. Voilà. Et nous, finalement, nous sommes en séance, seuls, avec nos collègues du groupe et avec éventuellement notre collaborateur qui n'est pas très loin ou qui est mobilisable et qui va aussi chercher les mêmes données, parce que quand le gouvernement vous répond non, ça n'est pas constitutionnel, comme d'habitude, quand le gouvernement vous dit non, mais c'est pas besoin, etc., ou vous avez la réponse, ou vous ne l'avez pas. Donc voilà, il faut qu'on travaille à l'avance, il faut qu'on travaille au même moment, et les ministères, l'exécutif est très fort dans ce pays. Donc il faut quand même que le Parlement ait un minimum de moyens pour pouvoir porter la voix, porter des projets. On va parler d'aéronautique. Monsieur le sénateur, je le rappelle, vous avez été maire du Bourget, où se situe l'historique aéroport du Bourget. Je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, il y a un deuxième aéroport, qui est l'aéroport Charles de Gaulle. Vous aviez un intérêt particulier pour l'aéronautique avant ? J'ai découvert, pour l'essentiel, le transport aérien en devenant élu de la ville du Bourget, parce que ça fait partie de son histoire. Et ce que je veux dire, c'est que le Bourget est significatif des débuts d'aéronautique. Ah oui. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était de l'exploit. C'était un risque, c'était la conquête du monde, c'était l'ouverture au monde. Et c'était aussi un exploit technologique. On oublie tout ça maintenant parce qu'on a le sentiment qu'on va aller dans l'espace, que tout va bien se passer, qu'on fera du tourisme comme ça. Et on s'est habitué, on a banalisé le progrès technologique. Mais l'aéronautique est aussi cette aventure, une aventure humaine d'abord. Et aujourd'hui encore, ce sont des hommes et des femmes qui vous conduisent d'un point à l'autre de la planète et qui vous offrent ce service formidable qui est de découvrir le monde. Voilà, alors l'aéronautique doit aussi changer. J'ai appris donc à découvrir par mes fonctions d'élu. Et ensuite, naturellement, en tant que parlementaire, j'ai choisi de m'intéresser à ce type de sujet. Bon, c'est relativement classique. Lorsque vous êtes maire d'une ville de garnison, en général, vous vous intéressez aux affaires militaires. Oui, oui, c'est vrai. Morgama qui vous demande quel regard portez-vous sur l'aviation civile aujourd'hui à l'heure du réchauffement climatique ? Je crois que nous allons vers une révolution de l'aviation civile. Je crois que l'avion décarboné, c'est l'objectif. Et c'est un domaine qui a toujours vécu avec des sauts technologiques. Mais ça ne se décrète pas, ça se construit. Je pense qu'on fait un procès à l'aéronautique qui me paraît particulièrement excessif. Et je me dis quand même que lorsqu'on regarde le bilan avec le train, c'est pas aussi déséquilibré que l'on dit, parce que si vous intégrez le train, c'est pas si décarboné que ça. Si vous intégrez la construction des lignes ferroviaires, le ballast, le béton, etc., il faut des dizaines d'années pour absorber ces émissions-là. Donc la guerre, en tout cas, j'y crois pas, entre le fer et l'aérien. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, l'aérien sera décarboné. Le fer, ça viendra aussi, mais plus tard. Vous y croyez à l'aérien décarboné ? Ce que je pense en tout cas, c'est qu'il faut gérer la complémentarité des transports là-dessus. Alors l'aérien décarboné, ça viendra, tout le monde y travaille. C'est un secteur qui a beaucoup baissé ses émissions. Elles restent encore excessives. Je suis plutôt un réaliste sur ce sujet-là. Je pense que notamment avec les biocarburants, avec les nouveaux carburants alternatifs, on a devant nous des possibilités de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et qu'après, la question de l'hydrogène viendra, elle n'est pas tranchée aujourd'hui. Ça n'est pas si simple que ça de faire des avions à propulsion à hydrogène. Mais ça a été annoncé par Emmanuel Macron, d'ailleurs je le rappelle lundi, dans le cadre de son plan d'investissement France 2030, l'avion à hydrogène, il souhaite que la France, dès 2030, puisse en proposer un. Les compagnies mondiales ont annoncé la volonté de la neutralité carbone en 2050, la semaine dernière, pardon. Et le Sénat, lui, fera sa neutralité carbone en 2040. Mais le Sénat n'est pas un avion. Mais il sera décarboné en 2040. Le Sénat sur la bonne trajectoire. Yévéa qui vous demande, l'industrie aéronautique est l'une des dernières industries présentes en France. Est-ce qu'elle n'est pas un peu en train de nous échapper ? Le risque, c'est que si ce pays n'aime pas son transport aérien, il va perdre ce qui est constitutif d'un avantage compétitif majeur à l'échelle mondiale. Nous sommes l'une des 3 grandes nations aéronautiques, et l'une des 3 qui sait concevoir en entier et construire en entier un avion. Et c'est un avantage formidable, c'est
contributif pour la balance du commerce extérieur. On a un savoir-faire, on a des ingénieurs, et ça reste un métier de passion, d'avancée technologique. Voilà. L'aéronautique a vaincu beaucoup de difficultés techniques. Je pense qu'on saura vivre celle de la transition. Il faut se donner un peu de temps, il faut le faire méthodiquement là-dessus. Mais ne jetons pas un secteur qui est majeur pour nous, qui est un élément de force. Les grandes filières, vous avez le luxe, vous avez le transport aérien, qui sont contributeurs à la balance extérieure et qui sont un des domaines dans lesquels on a un domaine d'excellence. Ne l'oublions pas. Fantôme vous demande, Ariane Group est en très mauvaise santé. Comment envisagez-vous le spatial européen dans les 10 ou les 20 prochaines années? Alors, je vais être très honnête, je connais beaucoup moins bien le spatial que l'aérien. Ce que je sais, c'est que là aussi, la solution est à l'échelle européenne. C'est rare d'avoir un sénateur qui reconnaît ne pas très bien maîtriser un sujet, et je pense que ça plaît plutôt aux gens qui nous regardent, mais donc, ok, très bien, c'est entendu. Une dernière question de J'arrive Expo qui vous demande justement dans ses annonces d'hier d'Emmanuel Macron, il a souhaité mettre le paquet sur les nouveaux réacteurs nucléaires de nouvelle génération, ce qu'on appelle les mini-réacteurs nucléaires, la technologie SMR. Selon vous, est-ce que ça va dans la bonne direction? Oui, je pense que produire de l'énergie décarbonée, c'est garder une place pour le nucléaire et que cette ambition-là, elle est réaliste. Vous êtes pour le déploiement du nucléaire dans le mix électrique français? Je pense que la part du nucléaire va baisser, mais que demain, il nous faudra de l'électricité à faible coût et décarbonée, et que le nucléaire le permet. Une question de Villemorard qui vous demande au sujet du dossier dont on a beaucoup parlé au Sénat, notamment la semaine dernière, le dossier du crack. Une question, la non-résolution du problème du crack, selon vous, vient-elle d'un manque de volonté du gouvernement ou d'un manque de coordination des équipes sur le terrain? Alors, il y a une manifestation encore cette semaine, organisée par les riverains et les deux villes d'Aubervilliers et de Pantin. Je ne peux pas y être parce que je suis avec vous. Mais vous y seriez allé à la manifestation? Je pense qu'il faut maintenant secouer les pouvoirs publics et que cette manifestation est utile de ce point de vue-là. J'y aurais participé si j'avais pu. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement se retrouve avec un sujet qui est vieux de 30 ans. C'est juste. Ça ne peut pas se traiter que sous l'angle de l'ordre public. Il y a un sujet d'accompagnement de santé. Mais on ne peut pas garder aussi proche des habitants ce type de lieu où on va retrouver des consommateurs de crack, des dealers, des réseaux qui bataillent entre eux, et exposer les enfants et les familles à ce type de situation. Quelque part, les pouvoirs publics n'ont pas voulu regarder les vérités en face, et ils en sont à trimballer, si vous me passez l'expression, le problème aux quatre coins de Paris et de l'Île-de-France. Et du coup, la solution à long terme, selon vous, parce que vous avez l'air de dire que les salles de consommation à moindre risque, qui sont promues à la fois par Valérie Pécresse, par Anne Hidalgo et indirectement par le gouvernement, même s'ils sont moins chauds, pour vous, ce n'est pas une solution non plus? Je pense que le crack, c'est une addiction, qu'il faut le traiter comme tel, mais qu'il faut des centres aussi d'accompagnement, de désintoxication. Et je pense qu'il faut, au bout d'un moment, mettre tous les acteurs ensemble pour aboutir à une solution qui ne peut pas être que sécuritaire ou judiciaire. Ça veut dire qu'il faut cet accompagnement-là. Une dernière question de Roi Zamaël qui vous demande, est-ce que vous prévoyez quelque chose après votre mandat de sénateur? Il y aura toujours une fin. Je ne sais pas encore quand, mais ça fait partie des sujets auxquels il faudrait s'obliger à réfléchir. On n'a pas trop le temps. Mais c'est pas facile, après une vie entière d'engagement, élu local, maire du Bourget, sénateur, vous voyez comment l'étape d'après? D'abord, j'ai conscience que la vraie vie, ça n'est pas le Sénat, que dans la vie sociale, dans la vie associative, dans la vie d'entreprise aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et la vie politique est quand même très exigeante aussi, donc il y aura un jour, un après. Merci beaucoup, Vincent Capo-Canella, Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, c'était Sénastream.